Alors, ma première question s'adresse à Hélène. Il va falloir partager les micros, ou alors peut-être on peut prendre on va prendre le troisième micro qu'on fera circuler après. Hélène, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, on a évoqué déjà ce matin avec David, on a entendu dans la vidéo bâtir mon rêve sereinement, mais peut-être revenir sur ce que c'est exactement, précisément, concrètement, le BRS, c'est quoi, d'une part, et d'autre part, d'où ça vient? Alors, le bail réel solidaire, parce que sinon est moins séduisant. Tu peux approcher, ouais. Pardon. Voilà, super. Le bail réel solidaire, alors, en fait, il faut penser à un dispositif qui a double détente. Il y a l'organisme de foncier solidaire, qui est l'acteur. C'est une structure à but non lucratif qui va acquérir un terrain, bâti ou non bâti, qui va éventuellement faire bâtir par un opérateur. Et donc posséder la totalité de la propriété sur un logement. Et ensuite, il va en céder une partie des droits à un ménage sous plafond de ressources pour que ça devienne sa résidence principale. Donc c'est un double mécanisme, l'acteur OFS et le bail réel solidaire, qui est le contrat qui le lie au ménage qui va occuper le bien. Voilà. Ça va? Oui. Je pense que c'est très clair. Et ce dispositif français, BRS, pour exister, c'est inspiré d'un dispositif anglo-saxon qui lui préexiste, qui a des particularités, des similarités, ça serait intéressant de revenir dessus, mais aussi des différences, puisque ça n'est pas la transposition exacte de ce dispositif. Oui, parce que le dispositif OFS-BRS, il a été créé en petits morceaux, en fait. Il a été créé sans plan établi. Donc, personne ne s'est réveillé un matin en disant « Tiens, je vais créer les organismes de foncier solidaire et le bail réel solidaire ». C'était pas du tout délibéré. Ça a été créé parce qu'il y avait un problème. On arrivait très bien à faire de l'accession abordable pour les ménages, l'accession sociale avec le PSLA. Ça marchait très bien. Et ça marche toujours très bien. Mais le petit souci, c'est que... comme l'a très bien expliqué David, en fait, il y avait une hausse des coûts du logement comparativement aux ressources des ménages. Donc, il fallait compenser ça pour permettre à des gens de devenir primo-accédants, parce que devenir accédant, ça devenait de plus en plus difficile. Et donc, l'État et les collectivités mettent des dispositifs en place et de l'argent en place. Et donc, quand les collectivités se disent « on met de l'argent pour faire du logement abordable », ils ne s'attendent pas forcément à devoir faire ça systématiquement pour des nouveaux logements, parce qu'à chaque fois qu'un logement est vendu, les gens étant pleinement propriétaires, ils le vendent au prix du marché. Et donc, il faut réarmer à chaque fois l'accession sociale abordable pour que des nouveaux ménages puissent y prétendre. Donc, en fait, c'est vraiment ce problème-là. Ce n'était pas le problème de faire du logement abordable, ça on savait faire. Le problème, c'était de maintenir ce logement abordable dans le temps. C'est pour ça qu'on fait le dispositif. Dans un contexte de propriété. Dans un contexte de propriété privée, de notre droit de propriété qui bloquait le mécanisme. Et donc on se dit, mince, comment on peut résoudre ça? Et on est dans une période qui est quand même relativement proche, mais complètement différente de l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, et où circulent à l'échelle internationale des idées d'alternatives. Parce qu'en fait, on n'était pas les seuls à avoir ce problème de hausse des prix du logement par rapport aux revenus des ménages. Donc, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, et à l'époque, on parle beaucoup, justement, de logement participatif, coopératif. Il y a plein de modèles qui circulent, dont un modèle venu des États-Unis qui s'appelle les Community Land Trust. Et donc, on a un problème, on a une solution, on assemble problème et solution, et on crée un premier modèle de dire on va faire les Community Land Trust français, ce sera des organismes de foncier solidaire. Et après, il faut dérouler la machine. Mais les Community Land Trust, ils avaient cet intérêt. Alors, ils ont été créés aux États-Unis dans les années 60. Ils existent toujours? Et ils existent toujours. Et en plus, ils se sont déployés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a à peu près 250 Community Land Trust. Et puis, ils ont essaimé, puisque quand les choses marchent bien, souvent d'autres, ça inspire. Et donc, ça s'est développé au Kenya, par exemple, à Porto Rico, en Angleterre, à Bruxelles, en Amérique du Sud aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé parce que ça a inspiré pas que les Français. Les Français, nous, la difficulté qu'on a eue, alors les Community Land Trust, pour vous redonner un peu, c'est créé dans les années 60, au moment de la lutte pour les droits civiques. Et c'est vraiment un outil
d'empowerment, un outil assez radical en fait, et qui repose sur ce qu'expliquait David, c'est-à-dire que cette idée de dire mais en fait, pourquoi on arriverait à tirer profit du sol, pourquoi certains n'y auraient pas droit du coup au sol, et notamment les gens les plus exclus, soit par racisme, soit par problème économique, pour tout un tas de raisons. Et donc, l'idée des community land trusts, c'est assez transparent. Le terme, c'est un trust, donc une structure juridique, qui va posséder la terre et la gérer pour la communauté qui est là aujourd'hui et la communauté qui sera là demain. Il y a vraiment cette idée en plus militante, environnementale et sociale de dire on pense demain. Et donc c'est vraiment des outils qui sont profondément ancrés dans un territoire, au service des habitants de ce territoire. Mais les community land trusts viennent avec un droit américain qui est complètement différent du nôtre, dire on va résoudre juridiquement le sujet en disant le trust est propriétaire pour le long terme, et puis les ménages vont se succéder, et donc ce sera pas, ils auront un petit bout de propriété, mais pas la propriété complète. C'est pas les mêmes droits, donc c'est un peu différent. Et l'astuce économique de ça, le pilier économique, c'est de dire au moment où ils revendent, eh ben, la plus-value potentielle, elle sera partagée entre eux, parce que potentiellement, ils ont fait des embellissements dans leur logement, et le trust, puisque ça revient en commun. Et surtout, en fait, la plus-value, on la diminue, parce qu'il faut que ça reste du logement abordable. Donc ça, c'est le principe économique. Et après, puisqu'on est sur des mouvements qui étaient au départ citoyens, militants, engagés, il y a vraiment cette idée de la communauté, de la gouvernance commune. Et c'est des modèles qui ont beaucoup évolué, parce qu'on était sur des terres agricoles dans les années 60, on passe dans les années 80 à du logement dans des villes en vraie difficulté, à Détroit, voilà. Et donc, le public des community land trusts, c'est pas tout à fait le même que le public français du bail réel solidaire. On est sur des ménages potentiellement plus exclus, plus en fragilité, et souvent avec cette idée d'empowerment, de vie communautaire, etc., que nous, on a un peu moins transposé en France, mais on s'est saisi, nous, des deux premiers piliers, juridiques et économiques, en se disant ça vient résoudre vraiment notre problème ponctuel en France. Militant et engagé, Renaud, tu l'es, notamment sur la question du BRS, que tu portes très fort, notamment à Lyon, et par tes fonctions de président de Foncier Solidaire France, tu dis que la question n'est pas tant qu'il faut construire, et là peut-être que ça rejoint les échanges qu'on a eus ce matin avec David, mais où faut-il construire? Et ça serait intéressant de t'entendre là-dessus, pourquoi ce déplacement il est important à comprendre et comment le BRS s'inscrit dans cette logique du où construire. Bon, d'abord, merci beaucoup, parce que merci à l'OGO, cet événement il est extrêmement important, il l'est par la qualité de l'intervention qu'on a entendue de David, même si je reviendrai sur un élément, parce que quand même, déplafonner le BRS, je pense que c'est la mauvaise idée, mais ça je l'ai dit. Mais ça c'est presque un débat interne. Non mais merci beaucoup, parce que les témoignages des habitants, et notamment il y a une habitante, je pense qu'elle devrait être présidente de Foncier Solidaire. La terre, on ne l'emporte pas dans son cercueil, déjà, ça devrait être presque notre maxime. Et le nom BRS, elle m'a enfin fait comprendre, parce que non, on a un problème quand même sur ce nom, il n'est pas d'un sexy absolu quand même. Hein, donc, voilà. Non mais quand même, c'est important de repartir. Vous avez, c'est parmi les plus beaux témoignages qu'on a entendus. Donc, depuis, et ça nous rappelle aussi pourquoi je me bats depuis 6 ans à Lyon et depuis 3 ans en tant que président de Foncier Solidaire France, parce que voilà, c'est ça l'aboutissement. C'est pour cela qu'on mène le combat du bail réel solidaire, et c'est encore un combat. Alors, merci de reprendre ce propos. L'important n'est pas de construire, si quand même. C'est une maxime, là aussi c'est une formule un peu trop caricaturale. Il faut continuer à produire du logement. On est quand même dans une situation, vous aurez toujours des experts, et notamment du côté de Bercy, qui vont vous dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise du logement. Il suffit de regarder, il y a assez de logements en France, donc il suffit de lutter contre l'immobilisation du logement. C'est quand même plus complexe que ça, donc de fait, nous avons besoin de produire du logement. Mais il y a quand même un sujet, et plusieurs sujets,
mais un qui est là, qui est que depuis quelques années, on saisit enfin que le foncier n'est pas une ressource illimitée. Donc, on est dans cette situation où il y a une crise du logement, pour toutes les raisons que David a évoquées, et très bien, mais il faut y ajouter aussi un autre élément, c'est que l'artificialisation doit être prise en compte. Donc on est dans une équation extrêmement complexe, c'est ça qui en fait une crise structurelle, réellement. Et donc on ne reviendra pas, enfin, il y a quand même cette idée, attention, le mythe de revenir à la situation des années 2010 est totalement, justement, un mythe. Et profitons de cette question pour se dire, il faut absolument poser la question du foncier. D'abord en termes, évidemment, de transition écologique et de dire qu'il faut trouver une solution pour artificialiser le moins possible, je vais dire comme cela. Et puis deuxièmement, il y a bien sûr la question, effectivement, de jouer sur le foncier, mais enfin, tout ce qu'a dit David, on va y revenir avec l'objet BRS qui est important, devient un élément majeur. Ça veut dire que la question de la valeur du foncier est probablement la question sur laquelle il nous faut avancer, et espérons-le, croisons les doigts. On va entrer dans une campagne électorale, nationale, la campagne essentielle dans notre 5e République. Espérons que la question non seulement du logement va être centrale, je pense que ce sera quand même cette fois-ci bien difficile de faire ça, mais enfin, on se disait déjà ça en 2022, et je vous rappelle quand même qu'il n'y a quasiment eu aucune proposition. Quasiment. Franchement, si on regarde quand même, on gratte un peu à droite comme à gauche. C'était quand même d'une pauvreté absolue. Et là, non seulement la question du logement va être centrale, mais la question du foncier doit l'être. Pour une question environnementale, pour une question sociale et territoriale. Les inégalités territoriales sont celles qui croissent le plus depuis les années 90. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et précisément, la question de la valeur du foncier peut être un déclencheur d'inégalités décuplées. Et bien sûr, pour une question économique, très concrètement, parce que de fait, on est dans un moment où, si on ne trouve pas des solutions aussi pour relancer le logement, on n'y arrivera pas. Moi, ma conviction, c'est qu'on relancera le logement si on donne un peu plus de moyens aux bailleurs sociaux. Aux OFS aussi, mais d'abord aux bailleurs sociaux. Et que c'est probablement ça, la plus grande erreur des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc, cette question de ne pas avoir compris que le logement était une question d'investissement. Donc oui, je reviens là-dessus. Il faut se poser la question de là où il faut construire, et évidemment de la question de l'intervention sur le foncier. Et c'est tout mon attachement au bail réel solidaire. Il y a bien d'autres solutions. Hein. Il y a quand même une question fiscale majeure en France. Je ne sais pas si quelqu'un aura le courage de la poser pendant la campagne présidentielle. Mais enfin, on a su enlever des impôts pour les collectivités territoriales, ça on a su le faire, mais on ne se pose pas la question de la justice sociale, et on le fait d'autant moins qu'on sait qu'on a un consentement à l'impôt qui est de plus en plus menu, ténu, et donc fragile, et donc ça c'est un point essentiel. Or, la question du foncier et la question fiscale vont de pair, et c'est précisément un élément qu'on pourrait creuser dans les années à venir, mais bon, je réponds à la question, il faut se poser la question de là où il faut produire et où il faut produire. La question du logement, tu le dis, elle est essentielle. On le voit bien, notamment dans les témoignages aussi, quand une des personnes parle de son pouvoir d'achat, que ça joue sur son pouvoir d'achat. Mathias, du point de vue opérateur, il y a un choix stratégique qui a été fait déjà il y a un petit moment de la part de l'OGEO de s'engager sur ce dispositif, le BRS. Quel a été le déclencheur? L'OGEO a été pionnier en Normandie sur la mise en œuvre du BRS. Et pourquoi ça s'est... Quel est ton point de vue personnel par rapport à cet enjeu? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors l'OGEO a été historiquement la première ESH, la société anonyme HLM en France, à être agréée pour faire du BRS. Toute la France. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est monté très tôt et avec beaucoup de volontarisme. Alors pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'au départ, il y avait un terrain. C'est qu'au départ, nous, on est une société
qui travaille à peu près sur tous les segments de l'habitat abordable. On fait du locatif social, sous toutes ses formes, on fait de la promotion sociale, on fait du service social. Donc on a déjà cette volonté quand même de couvrir le plus largement possible le champ de l'habitat social. Et donc quand on a vu ce nouveau dispositif, on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être potentiellement une nouvelle compétence à activer, intéressons-nous à ça. Donc c'était déjà, ça c'est un peu de fonctionnement normal. Mais au-delà de ça, je pense que dès le départ, on a eu l'intuition que derrière cette idée de BRS qui était encore vraiment dans une phase de définition encore un peu floue, il y avait une innovation de rupture pour notre secteur, une vraie innovation de rupture. Parce qu'effectivement, David l'a très bien expliqué, hein, ça touchait quand même à une autre philosophie dans l'approche du foncier. Comment est-ce qu'on peut avoir une gestion du foncier qui relève plus quand même de l'intérêt général? Ça relevait aussi une autre philosophie dans la propriété, plus centrée sur la valeur d'usage. Et puis, il y a cette idée que peut-être que pour nous, en tant qu'opérateurs, c'était une nouvelle branche d'activité. Ça pouvait être une fois qu'on ouvrait un avenir. Et donc, on a creusé cette intuition-là et on s'est mobilisé très fortement. Il y avait une vraie démarche de R&D parce qu'à l'époque, Hélène l'a dit, le bail réel solidaire, c'est assez exceptionnel. Hein. Hélène a fait une thèse passionnante que j'ai lue. Est-ce qu'elle est une des choses absolument incroyables qu'elle explique dans sa thèse, c'est que ça s'est, enfin, je parle, alors elle complétera, mais c'est que ça s'est construit quand même de façon par petites touches. À aucun moment il y a eu une loi fondatrice qui a dit le BRS c'est ça. Et c'est un dispositif qui en plus aujourd'hui, et pourvu que ça dure, laisse une liberté contractuelle aux acteurs pour calibrer le dispositif en fonction des réalités locales qui est exceptionnelle. Dans le domaine de logement social, on n'a pas un dispositif qui soit aussi souple. Vraiment. Donc c'est assez remarquable et pourvu que ça dure. Donc on est parti dans un terrain qui était quand même assez à défricher et on l'a vraiment défriché. Et on a eu une entrée dans le dispositif qui était assez atypique. Parce que c'est vrai que le BRS au départ, on se dit, c'est pour les territoires tendus. Et nous, on est sur l'axe Seine. Alors, il y a des territoires tendus, mais c'est pas une zone très tendue. Et donc, intuitivement, on s'est dit, peut-être que c'est pas pour nous. Peut-être qu'il n'y a pas de débouché évident au départ. Et donc, on a commencé par l'ancien. On a commencé par le sujet de la vente HLM. Parce que c'était un sujet très important pour nous. Parce que dans notre modèle économique, qui est un modèle où on investit beaucoup en construction et en réhabilitation, on a besoin économiquement de vendre 200 logements par an. Et donc le sujet de comment est-ce qu'on pérennise cette vente HLM, comment est-ce qu'on la sécurise, comment est-ce qu'on la fait accepter aux collectivités locales, est un sujet très important. Et là, avec le BRS, on avait quelque chose d'assez magique. On pouvait vendre nos logements moins chers, donc faciliter l'accès à ces logements aux locataires occupants, en décotant les logements. On garantissait aux collectivités locales que ces logements, bien que vendus, resteraient éternellement dans le champ du logement abordable. Ils resteraient agréés SRU, ils resteraient soumis à des conditions de ressources, donc on ne sortait pas, on ne vidait pas le patrimoine social. Et troisième argument, qui parfois était très déterminant, c'est que on allait quand on vend du logement, on crée des copropriétés. Et certains élus qui ont des expériences malheureuses sur leur territoire disent « Ouh là là, moi les copros, je sais comment ça finit, etc. » Avec le BRS, c'est assez magique parce que on est à chaque mutation, à chaque revente, en tant qu'OFS, on a un droit de préemption. C'est-à-dire qu'on est armé juridiquement pour que si par extraordinaire une copropriété évoluait mal, on est armé pour en reprendre le contrôle. On a la capacité de reprendre le contrôle. Et comme par ailleurs on est syndic social, on est capable de pleinement sécuriser la vente HLM vis-à-vis d'un élu, lui dire « Vous inquiétez pas, on va créer une copro, et d'abord on va la gérer en syndic, et en plus si par extraordinaire elle évolue mal, on est armé juridiquement pour en reprendre le contrôle et vous la sortir de la difficulté. » Avec ça, donc on est rentré par là. On est rentré comme ça et on s'est dit on va faire du BRS dans l'ancien. On a même commencé, je crois, à une époque où la loi n'avait pas encore complètement clarifié les choses, mais comme le système est très souple et que tout ce qui n'est pas interdit, on peut considérer parfois c'est autorisé, on a commencé. Et puis la loi nous a rattrapé très vite. Et donc on a été bénis par la loi et on a pu continuer. Et puis assez vite, quand on a commencé à apprendre à le faire, quand on a commencé à faire de premières ventes, parce qu'il faut savoir le vendre, ce produit c'est nouveau, hein, c'est un vrai concept nouveau, on s'est dit mais quand même, dans le neuf, ça peut être intéressant quand même, on va regarder. Et puis là, notre route a croisé celle de certains élus qui nous ont fait confiance. Alors à Mont-Saint-Aignan, à Cabourg, la communauté urbaine du Havre aussi, qui a été vraiment un partenaire très intéressé dès le départ là-dessus, qui nous dit mais oui, on accepte, voici des opérations chez nous comme ça. Et on a fait nos premières opérations. Et elles ont été un succès. Donc
À Mont-Saint-Aignan, c'était du collectif en plus, hein, donc en plein cœur de métropole. Sur la communauté urbaine du Havre, on a en tout, je crois, si on prend les logements aux différents stades, même ceux qui ne sont pas commercialisés, on doit avoir 100 logements qui sont dans le tuyau. À Cabourg, on a fait 33 logements. Voilà, donc c'était à chaque fois des vrais. En tout cas, c'est une démarche qui nous a paru très intéressante. Et aujourd'hui, alors après, ça reste modeste, hein, mais aujourd'hui, on est quand même sur un rythme où on commercialise 50 logements en BRS 9 par an, et où ça va représenter cette année, je pense, 60% de notre production neuve. Et voilà, donc on a vraiment fait la bascule. Donc c'est comme ça qu'on y est arrivé, voilà, par une intuition initiale, une entrée un peu atypique par l'ancien, et puis très vite, finalement, on a complété par le neuf. Et aujourd'hui, sur des territoires, c'était Cabourg, par exemple, qui, pour le coup, est tendu. Ça permet à des ménages de pouvoir habiter dans ce territoire, là où, sur un schéma classique, ils ne pourraient pas. Cabourg, c'est vraiment une situation un peu atypique. Hein. C'est une ville, je crois que l'hiver, il y a 3500 habitants. L'été, il y en a 50 000. Donc, on revient à la pression touristique sur le marché du logement. Donc, quand il y a une pression touristique de cette nature-là, bien évidemment, les habitants, les gens qui travaillent à Cabourg sont exclus du marché du logement, parce que les prix du logement sont tirés par les résidences secondaires, etc. Donc, avec le BRS, effectivement, non seulement, comme ça a été dit dans le film, on fait des T2 à 100 000 euros et des T4 à 200 000 euros, ce qui est quand même sur le marché de Cabourg très attractif, mais surtout, on fait des logements qui sont des résidences principales pour des gens qui vivent et travaillent à Cabourg. Voilà, c'est ça la clé, et c'est ça que le maire voulait. Parce que sinon, au bout d'un moment, Cabourg va se vider, si on n'arrive plus à loger. Donc, et les gens qui travaillent à Cabourg viennent de très loin. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on crée une offre en accession à Cabourg, parce que c'est ça pour les classes moyennes et les salariés. C'est ça la clé. Parce que nous, on est quand même du groupe Action Logement, donc le fait de pouvoir s'adresser par un produit d'accession abordable aux classes moyennes et aux salariés, c'est notre vocation. Voilà. Renaud, BRS, bail réel solidaire, le S solidaire, c'est peut-être le S aussi de social, ça a été évoqué dans une intervention tout à l'heure. On a eu le témoignage d'une habitante qui a parlé de sereinement. On peut aussi dire que c'est peut-être le S de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi de presque philosophique derrière ce dispositif qui est intéressant et qui mérite qu'on s'y attache? Je vais y venir sur sécurité parce que je crois que c'est essentiel et qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans un débat propriété, fausse propriété, demi-propriété. Je vais y venir parce que mais quand même pas, parce que là on vous donne l'impression que tout ça est très consensuel. Il y a encore des territoires à gagner. Parce qu'il y a encore dans notre pays des élus, notamment, hein, il faut le dire, qui sont sceptiques, hein, de droite comme de gauche. Hein, c'est pas l'échiquier politique qui fait l'adhésion au bail réel solidaire. Donc, je vais revenir sur sécurité, c'est essentiel. Et justement, je crois qu'il y a trois atouts. Trois atouts dans le bail réel solidaire. Il y a la sécurité, il y a le caractère redistributif. Je veux quand même le dire, parce que c'est un aspect essentiel. C'est-à-dire que ça bénéficie à plus de 70% de la population en éligibilité. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y a à la fois pas les personnes aux revenus les plus modestes sur le bail réel solidaire. Enfin, faut quand même pas, on n'est pas sur la palette quand même du logement locatif social. Mais néanmoins, le fait que ce soit plafonné nous assure le caractère redistributif. J'ai envie de dire à la proposition de David de déplafonner, soit elle arrive, je n'y adhère pas aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faudra pas y adhérer peut-être intellectuellement dans des décennies, mais aujourd'hui, il faut absolument se battre. Je le dis d'autant plus, je ne veux pas rentrer dans un débat trop technique, mais au moment où au niveau européen, on est en train de fragiliser le logement social à la française et se dire que finalement, pour aller sur ce qui s'appellerait le logement abordable, on est en train de revenir sur les 70% et la solidarité entre ces 70% de la population, parce que c'est bien ça quand même qui se joue à travers le logement social, faire du logement pour les très défavorisés d'une certaine manière, mais aussi pour les classes moyennes. Il faut faire attention. Donc la question du plafond, elle est épidermique chez moi ou chez une partie de Foncier Solidaire France, mais à raison. Il y a trop d'inégalités par le logement pour qu'on puisse poser aujourd'hui la question du déplafonnement. Donc cette question de la redistribution, elle est majeure
elle est d'autant plus majeure dans nos territoires tendus, où de fait, nos villes commencent à s'homogénéiser, poursuivent dangereusement une homogénéisation sociale. Donc la question quand même de villes homogènes, dédiées simplement aux classes moyennes supérieures, ça peut quand même nous poser un problème. Ça pose un problème au groupe Action Logement, mais ça pose un problème à tout le monde. C'est comment on rapproche tous les salariés de leur lieu de leur travail. Et donc, c'est quand même une question majeure. Et puis, le troisième atout, c'est le caractère non seulement durable, mais éternel. On a inventé une politique publique qui est probablement la politique publique qui est la première en France qui touche à l'éternité sur le papier. Parce qu'il y a pas mal de défis encore à relever. Parce que à chaque fin de bail, on recharge le bail réel solidaire de 99 ans. Vous êtes peut-être un certain nombre à connaître le bail emphytéotique. C'est pas la même chose. Là, c'est pas un bail qui court sur une durée donnée, quel que soit le preneur. Là, on recharge. Vous imaginez ? C'est-à-dire que pour la première fois, on a sur des territoires, notamment des élus, qui se disent on va réguler durablement, éternellement, la valeur du foncier. C'est pour ça que le bail réel solidaire, il est si important quand même. Et donc ce caractère éternel, il est fondamental et il est assez captivant, parce qu'on n'a pas encore complètement tout exploré de ce côté-là. Évidemment, vous voyez même qu'il a presque une longueur d'avance par rapport au logement locatif social, qui certes avait déjà été imaginé, par un ancien maire d'ailleurs du Havre, comme un outil de très longue durée. Mais vous voyez bien que la vente HLM pose un vrai problème. Et donc, du coup, la vente HLM en BRS nous permet, je dis là à tout le monde, de maîtriser, de garder précisément des biens dont on contrôlera la valeur durablement. J'en viens à sécurité. Alors, juste pourquoi elle pose un problème, expliquer la vente HLM, quel est l'écueil non, oui, pour que tout le monde comprenne. De fait, quand vous vendez, bon, d'abord, la vente HLM donne lieu à des réalités très hétérogènes dans notre pays, dans nos territoires. C'est-à-dire que vous pouvez trouver sur seloger.com, sur Le Bon Coin, des logements locatifs sociaux en vente qui ne sont plus vendus aux locataires en tant que tels ou aux personnes éligibles au logement social. Donc, tout ce qui a bénéficié d'aide à la pierre, de financement public, au bout de, et on va être gentil, de 15 ans, se retrouve sur le marché et donne lieu précisément à des spéculations. C'est quand même un vrai problème. Sort du stock du logement social. Et donc, on a mis beaucoup d'argent public dans cette histoire. Et au bout de quelques années, ça rejoint le marché classique. Pourquoi ? Parce que les bailleurs ont besoin de moyens. Alors là, pour le coup, je ne l'évacue pas j'ai beaucoup siégé dans des conseils d'administration de bailleurs. Je continue à siéger. Encore une fois, c'est ce qui me préoccupe le plus, la santé économique des bailleurs sociaux en ce moment, notamment pour notre crise du logement. Mais donc, les bailleurs ont besoin de moyens et on est dans une logique totalement perverse où de fait, on coupe des moyens, notamment par la réduction de loyer de solidarité voulue dès la loi de finances 2018. Donc on a coupé les moyens drastiquement aux bailleurs, donc on leur a empêché d'investir au moment où c'était majeur. Et donc les bailleurs sont dans cette situation où le loyer, c'est pas tout à fait ça leur permet pas forcément précisément, c'est pas une variable d'ajustement. Et donc, le moyen pour réinvestir, c'est de vendre le patrimoine. Et donc, on se trouve dans une logique où on a besoin de logements locatifs sociaux, où on en vend, et où on en vend parce que même les locataires du parc social, le locataire a bien du mal à acheter, sauf en BRS, notamment ce qui se fait ici avec le Géo, où on a une décote très importante. Et donc, si le bien sort du logement social et rejoint le marché, c'est un problème. J'en viens à sécurité. Je suis désolé d'être trop bavard, mais ce côté sécurité, il est pour moi essentiel. Je vous disais, parler du bail réel solidaire, quand vous rencontrez un opposant au bail réel solidaire, il va vous dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du bail réel solidaire. Pourquoi ? Parce que c'est de la demi-propriété. C'est un leurre. Parce que la personne ne sera jamais entièrement propriétaire de son bien parce qu'elle n'a pas le foncier. Oubliant que
une grande partie de la propriété dans le monde est une propriété du bâti, de l'usage, et non pas du foncier. Cité tout à l'heure la couronne en Angleterre, le roi, c'est un cas, bon, c'est pas forcément le plus intéressant si on regarde les prix à Londres par exemple, mais néanmoins il y a beaucoup dans le monde de cette dissociation. Mettez ça de côté. Pourquoi il faut donc peut-être pas entrer dans ce débat et plutôt parler de sécurité pour les habitants et les habitantes? La sécurité, c'est la sécurité d'un couple qui approche de la retraite et qui va avoir une baisse de 30% de ses revenus, qui a toujours été locataire, parce que c'était la seule manière d'habiter là où il le souhaitait. En tout cas, là où il pouvait habiter par rapport à des contraintes familiales dans un premier temps, puis d'emploi. Donc ça, c'est la réalité de tous les jours, de notre environnement, de personnes qui sont confrontées à cela, la baisse de revenus à la retraite. Si vous arrivez à l'approche de la retraite à leur dire « mais vous allez pouvoir acheter votre bien », mais vous allez pouvoir l'acheter en n'ayant pas de baisse de revenus. Et ça, vous savez que vous pouvez vous projeter sur les 20 ans qui viennent. Et vous imaginez comment, d'un coup d'un seul, l'épée de Damoclès s'enlève? Alors, quand je vous dis ça, on a encore, nous, à Foncier Solidaire France, ou l'ensemble des OFS, à convaincre un peu plus d'établissements bancaires. Ils n'ont pas plus... Enfin, il n'y a pas un produit qui présente si peu de risques que le bail réel solidaire. Donc, on va encore, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, prendre notre bâton de pèlerin et aller voir les établissements bancaires. Je peux vous dire qu'on le fait déjà depuis quelques années. Premier exemple. Deuxième exemple, un jeune, il arrive dans une métropole où il a trouvé son premier emploi. Et il se dit, mais comment je vais faire? Moi, j'ai envie de m'installer, peut-être, je ne vais pas y rester 107 ans dans mon logement, mais j'ai pas envie de perdre tout mon pouvoir d'achat dans le logement. Pour le coup, commencer à lui proposer un parcours résidentiel par le bail réel solidaire, c'est l'exemple de ce jeune qui arrive dans une métropole, mais c'est aussi l'exemple que vous avez tous et tout à l'esprit de ce jeune qui veut rester dans la commune où il a grandi et où ses parents, il y a 30 ans, devenaient propriétaires, pour le coup, assez facilement. Mettez peut-être quelques guillemets. Et lui, c'est quand même le drame de notre crise du logement. Lui ne peut pas. Un des drames de la crise du logement, c'est qu'on ne peut pas permettre à nos enfants ce dont nous avons bénéficié. Et c'est quand vous commencez à arriver à un conflit générationnel, c'est très mauvais pour la cohésion sociale d'un pays. Et le logement perturbe cela. Donc, précisément, le bail réel solidaire, c'est cette sécurité d'avoir la première marche dans un parcours résidentiel. Puis, troisième exemple, les familles monoparentales. Allons-y, les mères. Les mères solo, dont l'illusion, et on y cède beaucoup sur le plan politique, c'est dire qu'il faut faire plus de T1 parce que ça correspond aux mères solo. Enfin, c'est une méconnaissance totale. Pour le coup, il faut évidemment quasiment la même typologie. Or, vous avez entendu les témoignages. Le bail réel solidaire, c'est quoi? C'est des pièces en plus. C'est des mètres carrés en plus. C'est ça concrètement. Et quand vous venez de divorcer, de vous séparer, et que vous vous retrouvez avec votre seul revenu, qui est statistiquement le revenu le plus faible du ménage, et que vous ne pouvez plus habiter près de votre emploi, près de l'école, près du collège, près du lycée, c'est un drame absolu. Et donc, le bail réel solidaire, il répond à ça. Le bail réel solidaire, c'est la sécurité. Et je peux vous dire que nous allons continuer à ancrer ce discours de parler de sécurité plutôt que d'entrer dans des débats plutôt intello sur est-ce que c'est une vraie propriété, est-ce que c'est une semi-propriété. Moi, je suis convaincu que c'est la vraie propriété parce qu'on n'emporte pas la terre dans sa tombe. Hélène, ton avis là-dessus, propriété, semi-propriété, est-ce que ça ne joue pas aussi sur quelque chose de culturel dans notre rapport français qu'on peut avoir à la propriété? Oui, parce que nous, notre histoire de propriété, elle est complexe. Et c'est la nôtre, mais effectivement, dans d'autres pays, ils se sont racontés d'autres histoires que nous. Et le droit, c'est que les histoires qu'on se raconte. C'est pas beaucoup plus que ça, il n'y a pas de vérité là-dedans. Donc,
Le truc, c'est que nous, notre pays, l'ancien régime, c'était les nobles possèdent la terre et puis les autres, ils possèdent des droits sur cette terre. Et puis la contrepartie envers le propriétaire éminent, les contreparties étaient relativement importantes. Et puis c'était un noble légué à son fils, et puis à son fils, et puis au fils, pas au fils. Voilà. Et donc du coup, la Révolution française, un des enjeux, c'était ça, c'était de dire, mais alors c'était notamment mené plutôt par les bourgeois de campagne, qui voulaient devenir propriétaires terriens de l'exploitation agricole qu'ils avaient, ou de la boutique en ville du bourgeois urbain. Ils voulaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient et pas rendre des comptes à un propriétaire au-dessus d'eux. Et donc, la Révolution française dit on arrête. Parce qu'à l'époque, le démembrement de propriété, c'était de la poésie. Il y en avait énormément de droits sur la terre. Et donc, la Révolution française dit on n'a plus qu'un droit, la propriété, pleine et entière sur un objet. Et ça nous garantira l'égalité entre les citoyens et la liberté. Bon, alors, ça n'a pas suffi, visiblement, mais c'était un peu l'objectif de cette époque-là. Et on en a gardé la trace. Le Code civil s'est dit, on essaye d'entériner ça. On voyait bien qu'il fallait quand même récupérer un peu ces vieux droits qui traînaient. Donc on a créé quand même des droits réels dans le Code civil, le bail emphytéotique, l'usufruit du propriétaire. On a quand même essayé de faire des choses, mais on reste sur une conception du droit de propriété en France de on est propriétaire de tout l'objet, c'est ça la propriété, et si jamais on dissocie, on démembre la propriété, on peut le faire, mais alors ce sera sur une durée limitée. Et donc ça, c'est ce qu'on a ancré. En y attachant effectivement la sécurité, etc., etc. La liberté, l'égalité. Bon. Après, les rêves de démembrer le droit de propriété, enfin ce que tu racontais David tout à l'heure, beaucoup l'ont rêvé dans les années 70, même Chalandon, qui était promoteur de la maison individuelle, disait ce serait peut-être bien quand même de communaliser le foncier, alors sans le dire, hein, mais il faudrait peut-être y arriver quand même. Pisani, en 77, il crée les offices fonciers intercommunaux, quand même. Pas communaux, intercommunaux. Mais donc c'est une vieille idée de se dire, il y a un moment, pour régler l'égalité, la liberté vis-à-vis notamment du logement, et à un moment, il va peut-être falloir limiter l'accumulation, la spéculation, etc. Donc, faire du démembrement de propriété. Le problème, c'est que quand on dit on va casser le droit de propriété, bon, les gens qui se soulèvent en disant c'est génial, faisons ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on ne l'a jamais mis en œuvre. Là, on le met en œuvre parce que ça répond à un problème. Et donc, on dit on a un problème, on a une solution, on le fait. Alors, certes, ce n'est pas généralisé, mais enfin, ça venait répondre vraiment à un problème. Et après, mais c'est vrai que ça change un peu le droit de propriété, et pour autant, c'est pas non plus... le PSLA, il y a une phase locative, le pass foncier, il y a déjà un démembrement du droit de propriété pendant 25 ans. La SCI-APP, on est propriétaire de parts qu'on va acquérir au fil du temps. Donc, en fait, l'accession sociale avait déjà bien proposé tout un tas de formes de démembrement de la propriété. Donc, il n'y a pas d'opposition culturelle profonde à ça. Et avec le groupe de recherche Cobra, l'ABURBA, l'école d'urbanisme de Paris, on a fait une étude pour notamment le réseau des acteurs de l'habitat sur la contribution des OFS au logement abordable en Île-de-France. Alors c'est l'Île-de-France, donc c'est pas forcément représentatif de tous les territoires, mais on a bien vu dans l'étude que effectivement les gens, ils expriment majoritairement une très grande satisfaction. Les gens qui ont acheté un bail réel solidaire et qu'on a pu interroger, il y avait 130 questionnaires et 52 entretiens. Donc on est quand même de gens qui n'étaient pas là depuis très longtemps, mais malgré tout, ça permet quand même de récupérer des données. Les gens sont extrêmement satisfaits et ils parlent d'un sentiment de propriété. Donc, en fait, pourquoi un sentiment de propriété? Parce qu'ils y retrouvent ce qu'ils imaginent être la propriété. La propriété. Voilà. Donc, ce qu'ils projettent dans le fait d'être propriétaire de son logement, c'est la sécurité.
La sécurité sur le fait d'être chez soi, et donc on peut faire les aménagements qu'on veut, on ne sera pas mis à la porte demain par son bailleur parce qu'il est mort et que du coup il y a une transmission, enfin voilà. Et la sécurité de se dire, je mets de l'argent de côté, j'épargne, je me constitue un capital parce qu'il y a quand même une dégradation progressive des protections collectives et que du coup, on ne sait jamais, en tout cas je me fabrique ma petite sécurité personnelle. Et par ailleurs, en dehors de la sécurité, il y a plein d'autres bénéfices de dire j'habite à l'endroit où je veux habiter. Ou alors je suis obligée d'habiter parce que la mère célibataire, il n'est pas question qu'en garde alternée, elle habite de l'autre côté du département par rapport au père des enfants qui, lui, a des ressources plus importantes et qui, du coup, ne peut pas se loger au même endroit. Donc, c'est la localisation de l'enfant qui va habiter dans le village où il a grandi, etc. C'est la localisation, c'est tout un tas d'éléments symboliques qui vont avec la propriété, c'est la qualité du logement, la taille du logement, on répond vraiment à son besoin. Donc, et puis c'est de se dire potentiellement pour certains, je ne mets pas tout mon effort financier et ma vie n'est pas entièrement gouvernée par l'effort financier de se loger. J'ai le droit d'avoir, la dame, elle me dit, nous on a acheté une caravane. Parce qu'en fait, on a le droit d'avoir des loisirs, quoi. La vie, c'est pas seulement travailler pour payer son logement. On peut voir un peu plus loin. Et donc le bail réel solidaire, ça donne la possibilité de voir un peu plus loin. Donc en fait, les gens, ils se sont complètement appropriés le dispositif, enfin en tout cas, les gens qu'on a interrogés semblent s'être vraiment appropriés le dispositif parce qu'ils recouvraient ce qui allait avec la propriété, sachant que la propriété pleine et entière leur était interdite. La question, c'est effectivement de faire du bail réel solidaire à l'endroit où c'est pertinent, parce que il y a effectivement, si la propriété pleine et entière résout déjà le problème, il n'y a pas de problème en fait, donc il n'y a pas besoin de bail réel solidaire. Il faut s'assurer que le bail réel solidaire correspond vraiment à des besoins, parce que si on fait du bail réel solidaire à un endroit où il n'y en a pas besoin, ou pour un public qui n'est pas là, parce qu'à cet endroit-là, ce n'est pas eux qui sont concernés, bon, on va rater le coup. Donc le bail réel solidaire, c'est très bien, à condition que ce soit fait à l'endroit où il y en a besoin, parce que ça reste effectivement, ça procure les avantages de la propriété, mais si on peut les trouver dans la propriété pleine et entière, bon, il n'y a plus de sujet. Mathias, comment on évalue justement ces besoins? Puisqu'il y a des territoires très tendus, on l'a dit Cabourg, mais il y a aussi d'autres territoires dans lesquels l'OGEO développe du BRS qui répond à des besoins sans que ce soit forcément la tension très forte qui existe. On est sur quelque chose qui est très nouveau, hein, enfin, c'est quelque chose qui est très nouveau. Vous avez compris qu'on est très engagé là-dessus, mais même en étant très engagé, enfin, je donne quelques chiffres quand même. Hein. Aujourd'hui, on a livré 70 logements en BRS qui ont été commercialisés, qui sont livrés. On en a vendu 100 et des poussières, on en a encore 100 qui sont en commercialisation. Enfin, on est sur des petits volumes encore. On est sur des petits volumes, quelque chose qui est émergent. Donc d'un côté, c'est quelque chose qui est émergent, et la question qui se pose, c'est comment on le consolide. Et de l'autre côté, et c'est notre intuition, et c'est une vraie conviction, on est sur des voies d'avenir. Que ce soit le BRS, ou peut-être demain d'autres mécanismes, mais ces mécanismes de dissociation sont évidemment une des voies pour la propriété en France plus tard, ne serait-ce qu'à cause des décalages et des dynamiques qu'a exposé David. Donc, c'est une voie d'avenir, elle va se structurer progressivement, mais c'est pas du tout illusoire d'imaginer que aujourd'hui, tout le monde trouve normal qu'en France, il y ait 4,5 millions de logements sociaux. 4,5 millions de logements sociaux. Et ben moi, je vous dis qu'il est très probable, il n'est pas du tout impossible, que dans quelques décennies, il y ait en France plusieurs centaines de milliers de logements en BRS, et que ce soit devenu une composante à part entière de l'habitat abordable, à côté du logement social, bien sûr, mais en plus. C'est pas du tout illusoire. Ça prendra du temps, mais c'est en train de se développer, le démarrage est assez rapide, et effectivement, on apprend. Donc il faut le faire au bon endroit, il faut le faire dans les bonnes conditions, mais c'est potentiellement une branche à part entière de l'habitat social du futur, c'est certain. Alors, à court terme, l'urgence en Normandie, enfin, notre préoccupation, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en Normandie, progressivement, se structure un écosystème favorable à l'éclosion de ça. Il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs qui aillent là-dessus. Il ne faut pas qu'on soit... Plus il y aura d'opérateurs qui iront dessus, mieux on se portera. On a une chance. On a déjà des financeurs qui nous accompagnent. La Banque des Territoires
joue admirablement son rôle. Avec ses prêts Gaïa, elle est présente sur tous nos projets. Action Logement nous accompagne sur tous nos projets. On a des financeurs, c'est déjà un élément important. On a des collectivités qui commencent à nous accompagner de façon très volontariste. Il y a une chose qui est essentielle pour nous. Nous, on prend le risque, on investit, on prend le risque de commercialisation, on prend tous les risques. On a accès à des financements réglementés de très long terme qui rendent possible nos opérations. Il y a une chose qui est importante, c'est que la collectivité garantisse les prêts de la Banque des Territoires. Si une collectivité ne garantit pas les prêts de la Banque des Territoires, ce qui ne lui coûte rien, ce qui ne représente aucun risque pour elle, mais si elle ne le fait pas, elle interdit l'émergence de tout projet BRS sur son territoire. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage à double titre, parce que d'abord, je pense qu'on a une responsabilité collective pour, pas à pas, même modestement, mais que chacun contribue un peu à créer cet écosystème, en laissant émerger des projets sur son territoire. Et puis peut-être que ces projets qui partent aujourd'hui, eh ben, c'est le début d'une offre pour les générations futures qui va se structurer. Donc il n'y a aucun risque. Et je pense qu'il faut que tout le monde joue un peu le jeu. Donc on a besoin d'avoir des garanties de la part des collectivités pour pouvoir accéder à nos financements. Et les financeurs nous accompagnent remarquablement. Et après, il y a un deuxième sujet qui reste compliqué, c'est le sujet des banques. Parce que pour les banques, on est très compliqué. D'abord, on a un produit nouveau. Et puis, voilà, nous, on doit faire 50, 60 ventes BRS par an. Sur toute la Normandie, je ne sais pas combien ils s'en fait, il doit s'en faire moins de 100, je pense, un truc comme ça aujourd'hui. Donc on est une niche. Donc pour les banques, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, comment est-ce que vous voulez diffuser une culture professionnelle sur un nouveau produit, alors qu'il y en a dans tout votre réseau bancaire, alors qu'il y a 100 dossiers par an sur votre région. Donc ça va se faire avec le temps. Mais c'est vrai qu'on a besoin que les banques, d'abord, fassent le même pari que nous, comprennent que ces modes de dissociation, le BRS ou d'autres, sont des modes d'avenir, que les banques qui investissent là-dessus, les banques qui se donnent une doctrine d'intervention là-dessus, et donc les banques qui apprennent à travailler, à évaluer les risques et à accompagner les excédents là-dessus, elles préparent l'avenir. Ça, c'est certain. Et qu'elles soient un peu volontaristes pour se doter de politique, pour faire en sorte que, oui, les dossiers, on les sort, et que quand on a un dossier, aujourd'hui, on a un taux de refus par les banques qui est considérable, parce que le produit n'est pas connu, parce qu'on on expose nos excédents, parfois des démarches administratives extrêmement lourdes, alors que, Renaud l'expliquait très bien, on est sur le produit sur lequel il y a le moins de risques pour les banques. Nous, on sécurise, en cas d'accident de la vie, le rachat éternellement. Donc, il n'y a aucune chance. Enfin, la banque ne couvre strictement aucun risque de nos remboursements sur capital. Et pour autant, comme c'est nouveau, comme on est un produit un peu isolé, et que les gens ne sont pas formés, n'ont pas compris, on n'arrive pas encore à faire passer ce message-là de façon très simple. Moi, je le passe. On a besoin que tout le monde joue le jeu. Collectivités, banques, financeurs, pour créer cet écosystème, pour qu'en Normandie, ça décolle. Alors, ça décollera peut-être pas partout, ça décollera dans le neuf, dans l'ancien, mais il faut que ça décolle parce que c'est certainement une voie d'avenir. Il faut que ça décolle et il faut que ça perdure, puisqu'il y a effectivement le premier achat, l'accompagnement bancaire, mais on le voit aussi, et on commence à le voir sur la question des reventes, où il peut y avoir aussi un deuxième frein pour la pérennité du modèle. Parce que, comme par définition, c'est l'accession abordable éternelle, quand ils revendent, ils revendent dans les conditions pareil, plafond de ressources, etc. Donc il faut effectivement que l'ensemble des partenaires accompagnent bien aussi les reventes, notamment que les banques accompagnent bien les deuxièmes acquisitions, etc. Mais ça va se faire dans le temps. Hein. Encore une fois, moi, je comprends très bien les difficultés. Hein. Je ne suis pas du tout en train de critiquer. Hein. Je comprends que c'est très difficile de faire émerger un produit qui, pour le moment, représente quelques unités. Et pour autant, c'est un produit d'avenir. Donc il faut, je pense, que tout le monde s'y mette et qu'il y ait une prise de conscience qu'on a besoin d'un peu de volontarisme là-dessus, d'accompagnement. La prise de risque, elle est nulle pour les banques, elle est nulle pour les collectivités. Et vraiment, voilà, ouvrons cette voie-là. Ça ne remplacera pas le logement social, c'est en plus, mais c'est certainement une voie d'avenir. Renaud, pour que le BRS fonctionne, on a besoin des OFS, ces organismes très particuliers que tu représentes. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'un OFS, comment ça fonctionne, et nous faire peut-être un état des lieux des OFS aujourd'hui sur le territoire français ? Très vite, et je rebondis quand même sur les différents propos pour que vous compreniez aussi l'enjeu de demain, ou en tout cas même des prochains mois. Aujourd'hui, on est, je ne sais même pas combien d'OFS en France, je sais le nombre de membres de Foncier Solidaire France, on est à 84, mais on doit être à plus de... Combien 174 agréés en France, mais l'agrément, enfin je ne rentre pas dans ce débat, ça peut donner lieu à tout et n'importe quoi, je ne rentre pas dans un débat, plus d'une centaine.
Voilà, on est à peu près à ça actif, on va le dire comme ça, même si ceux qui produisent le plus sont les membres de Foncier Solidaire France. Donc, c'est quoi? Un OFS, c'est celui qui opère précisément et qui va permettre de se porter acquéreur du foncier. On a plein de familles d'OFS, plein, pas tant que ça. On a évidemment les OFS, les coopératives, les OFS de collectivité, c'est une vraie piste. On a évidemment les bailleurs sociaux, et on a les établissements publics fonciers qui donc sont les grands types d'OFS, parce que ça s'est monté, enfin c'est encore ça, ça s'est monté un peu au fil de l'eau et en fonction de ceux qui levaient la main, et on voit bien avec l'OGEO, voilà comment c'est une initiative finalement locale à un moment qui permet de faire cette dissociation. Donc la vraie question, c'est les défis d'aujourd'hui. D'abord, il y a un défi urgentissime, c'est la revente. On a quand même une angoisse aujourd'hui dans Foncier Solidaire France, c'est de sécuriser la deuxième acquisition. Encore une fois, l'outil, intellectuellement, il est éternel. On est d'accord. Mais il faut s'assurer que le deuxième acquéreur se trouve dans les mêmes situations que le premier. Or, comme l'essentiel du bail réel solidaire se produit dans le neuf aujourd'hui, il bénéficie pour les premiers acquéreurs bénéficient du prêt à taux zéro. Ça peut vous paraître un détail, mais enfin, vous voyez bien quand même que pour boucler un financement, une acquisition, en bail réel solidaire comme dans le reste, on est à l'euro près. Nous nous battons à Foncier Solidaire France pour qu'il y ait un prêt à taux zéro BRS. On l'achète en première acquisition, en deuxième, en troisième, en quatrième, en 20e. On est un prêt à taux zéro. Qu'est-ce qui bute aujourd'hui? Qui freine? Bercy. Donc, le vrai combat, ce n'est pas du tout le ministère du Logement. Je crois qu'il est avec nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, on a un vrai combat. Si on ne le pose pas dans la campagne, ça peut paraître très techno, je ne pense pas que ça va faire la une de la presse. Je ne crois pas, c'est trop jamais. Mais le prêt à taux zéro BRS. Mais vous voyez bien comment il va falloir quand même le poser, parce que c'est là qu'il faut cranter quand même des choses. Et c'est peut-être la seule manière qu'on aura peut-être de forcer la main quand même à Bercy. Il y a d'autres choses pour que quand même, j'ai vraiment envie de le dire, nous devons inventer encore de nouveaux usages, et notamment dans l'existant. On a quand même une vraie question aujourd'hui, c'est les copropriétés fragiles, dégradées même, le propriétaire qui n'y arrive plus, qui a des travaux de réhabilitation de l'existant très importants, je veux dire, et très légitimes, et notamment par rapport à des questions qu'on connaît bien ces jours-ci quand même, de bouilloire ou de passoire. Donc on a quand même cette question de la réhabilitation de notre parc privé, social aussi, mais privé, qui est un enjeu majeur, qui repose beaucoup sur le propriétaire. Évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus, je ne vais pas prendre l'inverse des propos que j'ai la plupart du temps. Mais néanmoins, comment on accompagne le propriétaire modeste dans ce pays? On n'en parle pas. Je vous rappelle de 2022, je dis, la campagne présidentielle n'en a pas parlé. L'année 2022, je prends souvent cet exemple symboliquement, elle a commencé en janvier avec un drame dans une copropriété dégradée de Marseille avec la mort d'un enfant. Elle a fini, la campagne présidentielle, vous ne pouvez pas le savoir, c'est après que ça s'est passé, à Vaux-en-Velin, avec la mort de 10 personnes dans une copropriété dégradée. C'est ça quand même la réalité de la copropriété dégradée aujourd'hui, elle tue. Elle tue. Voilà. Donc cette question quand même de la réhabilitation, elle est majeure. L'idée quand même de dire on fait face à de la rénovation, voilà, avec divers degrés, par du BRS, c'est-à-dire qu'on permet aux propriétaires, sous plafond de ressources, de rester propriétaires, mais avec la dissociation du foncier et du bâti, c'est un chantier de demain, enfin des prochaines semaines. Je ne suis pas sûr, mais ça c'est... Alors que l'OGEO, c'est un chantier, je crois que vous avez. Donc, mais néanmoins, je pense que sur ce sujet-là, il y a deux acteurs qu'on doit intéresser. C'est l'ANA, évidemment. On est en débat avec l'agence. Et c'est aussi la Caisse des dépôts. Parce que là, on commence à toucher une réalité qui sort de la seule innovation locale, mais qui doit intéresser aussi des acteurs nationaux. Et donc, on pourrait imaginer aussi des OFS un peu différents, où les OFS locaux, où les collectivités prendraient des parts,
mais où il y aurait une part du national. Je le dis, hein, c'est pour vous montrer que la sécurité, la sécurité par le BRS, on peut encore inventer des exceptions. Hélène, on a parlé du foncier, comme quoi le BRS sécurise, contient la valorisation foncière. Pourtant, tu écris aussi dans des études qu'il peut y avoir un effet un peu pervers où finalement le BRS se retourne contre lui-même et spécule sur la dimension foncière. En fait, c'est vraiment exactement ce qu'elle a. C'est bien parce que David a extrêmement bien expliqué quel était le sujet en fait. Le sujet, c'est que le foncier finit par capter tout ce qui reste de gras, entre guillemets, dans une opération. Et donc, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors, le contexte a complètement changé entre 2014 et aujourd'hui, donc forcément économique, le montage des opérations. Mais en fait, le risque, c'est de se dire, le dispositif va nous servir à produire simplement des logements, c'est un dispositif de gestion. Les EFS, c'est des gestionnaires. Alors certes, il y a un moment, il faut passer. Il y a besoin de produire des logements, et il y a un moment, il faut potentiellement passer par la production pour arriver à avoir ce fameux stock de logements qu'on aura à gérer, durablement abordable, etc. Donc l'enjeu, c'est pas d'arrêter de produire, mais la question, c'est comment on produit ces logements. Et c'est vraiment exactement ce qu'a expliqué David dans l'introduction, c'est-à-dire que le dispositif a été créé par des acteurs pionniers, dont l'OGEO, qui se sont surpassés parce qu'il fallait tout inventer, qui étaient en lien en permanence avec l'État. Enfin, c'était assez extraordinaire à observer. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait les OFS, et puis il a fallu inventer, parce qu'on pensait utiliser le bail emphytéotique, on ne pouvait pas, donc on a inventé le bail réel solidaire, et puis après, il a fallu inventer comment on fabrique ces logements, etc., etc. Donc tout ça, c'est inventé par les gens qui étaient en train de le faire. Et donc, eux, ils avaient une manière de faire, de produire le logement, et on n'imaginait pas que le dispositif allait exploser aussi vite, et ce qui est très bien, et ce qui est en même temps porteur de risque. Parce que, il y a eu le problème de la promotion, expliqué tout à l'heure. Donc, les promoteurs qui avaient l'habitude de vendre principalement de la défiscalisation, quand la défiscalisation était moins intéressante, et puis quand la défiscalisation a disparu, il fallait qu'ils se rabattent sur quelque chose. Et donc, tout d'un coup, ils ont vu passer le bail solidaire, ils se sont dit « Oh, génial, c'est le truc qui marche en ce moment. » Donc, alors ça marche parce que mécaniquement, ça marche. Les gens arrivent à accéder à la propriété, et c'est un des rares objets de production de logements qui fonctionne. Donc, effectivement, ça fonctionne. Et la question, c'est comment on le fabrique. C'est-à-dire que l'organisme de foncier solidaire, il va pouvoir contractualiser avec un opérateur qui peut être un opérateur HLM ou un opérateur privé pour produire ce logement et le commercialiser vers ces ménages sous plafond de ressources. Du coup, s'il contractualise avec des acteurs qui ont la conscience du dispositif à grande échelle, du coup, ils vont essayer de trouver ensemble le meilleur arbitrage entre les enjeux de court terme et les enjeux de long terme. Et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la négociation entre l'opérateur et l'OFS. C'est comme ça qu'on fait une réponse la plus intelligente possible, et avec les acteurs publics, à des besoins du territoire aujourd'hui, dans 100 ans. Voilà. Si il tombe sur un opérateur qui, lui, a son problème de il faut que je remplisse mon carnet de commandes de l'année, là, on n'est plus du tout sur la même négociation, et on n'est pas du tout sur le même objet. Et donc, les OFS étant des structures relativement jeunes, qui n'ont pas de salariés pour aller faire de la prospection, sauf quand c'est une structure plus solide qui est agréée, enfin, qui potentiellement a besoin lui aussi de se faire un parc, parce que c'est comme ça qu'il va faire tourner aussi son modèle économique, parce que il veut être en lien avec les collectivités. Quelquefois, les collectivités, elles ont vu passer les OFS et se sont dit « Oh, génial, nous, on va en faire », et puis ils ne savent pas trop où le faire, comment le faire. Donc, potentiellement, les OFS, ils peuvent avoir une pression à aller vers les opérations. Et donc, un promoteur qui vient le voir en disant « Moi, j'ai négocié un terrain, si tu veux, on fait du bail réel solidaire dessus », il va avoir la tendance de se dire « Oui, j'y vais ». Et là, il n'aura pas négocié les conditions d'achat du foncier. Alors que pour que l'opération soit pertinente, on l'a vu, il faut que le foncier il soit bien négocié. Ça fait partie de ce qui va permettre une offre réellement accessible aux ménages qui ont besoin sur le territoire. Donc si cette négociation-là, elle n'est pas bien faite, c'est un vrai problème.
Et le promoteur, lui, il peut avoir envie d'acheter le plus cher possible son terrain, et donc le bail réel solidaire va lui permettre, parce que le bail réel solidaire, il va reposer pour la plupart des OFS sur un emprunt de très long terme, et selon cet emprunt de très long terme, il va permettre de baisser le prix facial de l'opération globale. Et donc soit cet avantage-là, il va au fait de faire un logement moins cher pour les ménages, soit il va au fait d'alimenter un peu mieux la machine de production. Et donc, si l'objet, c'est d'alimenter un peu mieux la machine de production, bon, ben, on a tué le système, quoi. Parce que, du coup, on aura toujours des logements de plus en plus chers. Et donc, ça va... Enfin, on alimente le système néfaste pour lequel le dispositif a été fait. Donc, il y a un vrai risque, là. Et on a commencé à voir dans certains territoires des promoteurs qui mettent en concurrence les organismes de foncier solidaire les uns vis-à-vis des autres pour savoir qui va autoriser le foncier le plus cher possible. Et ça, là c'est la cata.